Je sais, vous nous dites souvent à quel point Prigojine vous fascine, peut-être pas, mais vous estimez quand même que c'est un personnage majeur qui a beaucoup de ressources, qu'il déploie depuis le début de la guerre. Alors cette trahison, je suis très intéressée d'entendre votre version et votre explication. Merci beaucoup Margot Haddad d'être avec nous, éditorialiste internationale, que l'on retrouve tous les matins dans la matinale de Stéphane Etcheverry sur LCI, qui nous fait le plaisir de rester avec nous, et jusqu'à 12h, jusqu'à midi tout à l'heure. Bonjour Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars, documentaire que vous êtes allé présenter en Inde. Tout à fait. En Inde, le tournée de 4 villes. Oui. Donc les Indiens s'intéressent dans des festivals, j'imagine de cinéma, à cet enjeu des femmes qui combattent aujourd'hui en Ukraine. Il y avait beaucoup de questions de communication là, qui étaient magnifiques, très chaleureux. Mais il y avait quand même des questions, genre, est-ce que c'est vrai? Il y a les combats, ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe pour de vrai, parce qu'ils ont vraiment une voix, c'est la propagande russe qui domine. Sinon, il y a, je lis presque chaque matin Indian Times, qui donne les différents points de vue, mais ils comprennent rien. En tout cas, ceux qui essaient de comprendre plus ou moins, et en plus, ceux qui ne croient pas du tout à l'information qu'ils reçoivent de la télé, parce qu'ils comprennent que c'est la propagande. Du coup, il y a beaucoup de questions. Donc, beaucoup d'incompréhension, parfois de doutes. C'est ce que vous avez. Et pour eux, c'était la Russie. On rappelle que l'Inde est neutre, se tient neutre. Ce qu'ils disent, oui. Et que le président Modi sera le 14 juillet à Paris. À Paris. Et donc voilà, vous aviez à évangéliser, si je puis dire, un certain nombre d'Indiens qui doutent même jusqu'à la réalité de la guerre. C'est impressionnant ça, Général. Bonjour à vous. Général Perruche, général de corps d'armée, ancien directeur général de l'état-major militaire de l'Union européenne. Bon, il y a été beaucoup question d'armes. Vous allez nous être précieux tout à l'heure, ce week-end, dans la visite du président Zelensky auprès des chancelleries et des présidences européennes. On va y venir avec vous. Mais d'abord, donc, cette incroyable proposition de Wagner. Prigojine, en effet, a proposé de vendre des informations sur les positions des troupes russes à Bakhmout. En contrepartie, il demandait que les Ukrainiens se retirent pour que sa victoire, sans doute, soit totale. On va en parler évidemment avec vous, mais d'abord, Benjamin Creux, expliquez-nous cet incroyable marché. D'où d'abord, qui révèle ce marché et quel était-il exactement ? Ça fait la une du Washington Post qui s'appuie sur de nouvelles fuites de documents confidentiels américains. Voici l'échange, les termes de l'échange proposés par Prigojine selon Washington Post. Je veux vous le remontrer. Retrait de Bakhmout pour les troupes ukrainiennes et en échange, localisation des troupes russes pour savoir à quel endroit les Ukrainiens pourraient attaquer. Tout ça au mois de janvier et à plusieurs reprises. Qu'a répondu Kiev ? Eh bien, d'après le Washington Post, Kiev a dit non, soupçonnant un manque de sincérité de Prigojine. Mais l'information, c'est quand même que Prigojine, si c'est confirmé, est donc capable d'aller échanger une victoire symbolique contre la vie potentielle de soldats russes. Ça vous dit à quel point les tensions entre Wagner et l'armée régulière sont arrivées à un point presque de non-retour. Mais ça veut dire quand même, Benjamin, que les Ukrainiens sont en contact avec le chef de Wagner depuis des semaines, des mois. Et oui, et c'est ça l'information en fait, c'est que Prigojine, depuis longtemps, entretient un lien avec le renseignement militaire ukrainien. Prigojine a transmis sa proposition à son contact au sein du renseignement militaire ukrainien, avec lequel il a entretenu des communications secrètes durant cette guerre. 2 officiels ukrainiens anonymes confirment qu'à plusieurs reprises, il y a eu des échanges de 2 façons. Des appels téléphoniques et des rencontres physiques, où ça, dans des pays africains où, on le sait, Wagner est présent. La question qui se pose maintenant ce matin, c'est est-ce que Moscou était au courant et est-ce que ça va peser sur la popularité grandissante de Prigojine en Russie ? Bah oui, excellente question. Merci beaucoup Benjamin, on va les poser dans un instant. Mais d'abord, Général, des contacts entre les Wagner et les Ukrainiens, à un niveau important. Hein. Pas des échanges de soldats sur le terrain s'ils ne se tirent pas dessus. C'est vraisemblable ou pas, déjà, oui, ça Oui, bien sûr. C'est probablement vrai, d'ailleurs. Mais souvenons-nous, si on compare avec la Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez que probablement il y avait beaucoup de contacts entre les services de renseignement britanniques, par exemple, et allemands. Souvenez-vous du voyage de Rudolf Hess en Grande-Bretagne, par exemple, hein, qui montre que, oui, en temps de guerre aussi, c'est important de garder des contacts, même si ça ne... De quelle nature, les contacts ? C'est des échanges de renseignements,
ce sont des propositions. Rudolf Hess avait je parle sous le contrôle de Thierry, mais avait dans l'idée d'arranger une paix séparée sur des bases politiques avec les Britanniques. On n'a jamais su si Hitler était dans la confidence ou pas. Vous voyez, donc on a c'est une illustration, mais on est un peu dans un scénario comparable avec un personnage qui est quand même hors du commun, qui est Prigojine, et donc ça m'étonne absolument. Et puis qui gouverne un peu un État dans l'État, parce qu'avec sa milice Wagner, on n'a parlé que de lui depuis 6 mois. On ne parle pratiquement pas de l'armée russe. Hein. Et donc, il prend la parole tout le temps, quand les généraux russes ne la prennent jamais. Voilà. Donc il y a un déséquilibre. Il a compris que la communication était un élément essentiel de l'existence aujourd'hui en tant que chef d'une milice comme Wagner. Alors, vraisemblance des contacts. Est-ce que le marché, le marché est vraisemblable? Non. Macha. Non. Alors, Macha d'abord. Le marché? Oui, le marché, il n'a pas été conclu. Mais la proposition de marché par Prigojine. Ce qu'ils ont sorti après leur rendez-vous, ce qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'ils ont décidé entre eux pour de vrai? Ça, on laissera découvrir. Est-ce qu'il est vraisemblable que Prigojine ait proposé aux Ukrainiens de leur livrer des informations sur les positions russes? Oui, je pense que tout est possible, bien sûr. Vous pensez que c'est dans la logique de Prigojine? Et quand vous dites oui, c'est possible, vous dites oui, il l'a fait pour son propre intérêt, sur sa propre initiative? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'il est toujours fidèle à son roi. D'accord. Je fais un petit tour de table et puis vous, Margot. Ça montre surtout cette lutte interne en fait entre l'armée régulière russe et l'armée de Wagner. Il y a une volonté depuis le début de Prigojine de montrer son ascendant sur cette armée régulière, mais surtout sur Shoigu, pour montrer justement que Wagner a une certaine puissance sur le territoire ukrainien, mais aussi sur le territoire russe. Il faut tout de même rappeler que il y a quelque temps sur sa propre chaîne Telegram, Prigojine avait dit qu'il voudrait se présenter aux élections en Ukraine. Tout à fait. Donc il a tout de même... Mais trahir les siens, trahir les intérêts de sa propre armée? Pour le pouvoir, Prigojine détient tous les codes de la criminalité. Donc à partir de ce moment-là, il est prêt à tout pour accéder au pouvoir et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Jusqu'à la trahison? Jusqu'à la trahison. Ça c'est intéressant. Jusqu'à la trahison. Il ne dépasse pas la ligne rouge en critiquant directement Vladimir Poutine. Mais là, il trahit Poutine. Il trahit Poutine, mais c'est des informations du Washington Post. Ce n'est pas lui qui l'a dit sur sa propre chaîne Telegram. Et c'est là que les codes de la communication sont très importants, puisque donner des informations, avoir des fuites d'informations, puis qu'elles soient à nouveau confirmées par des officiers ukrainiens, ce n'est pas la même chose que de l'annoncer face caméra, comme il le fait de manière régulière. Mais est-ce qu'il aurait pu le faire? Parce que c'est une chose, effectivement, de donner des informations pour renforcer son importance auprès du Kremlin. Vous voyez jusqu'où je suis capable d'aller? Et de le faire, est-ce qu'il est capable d'avoir effectivement proposé, j'allais dire de bonne foi, s'agissant de Prigojine, c'est compliqué, mais disons, est-ce qu'il était prêt à vendre des positions russes aux Ukrainiens? Alors, ce n'est pas de bonne foi. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que forcément, ce n'est pas de bonne foi. Mais donner des renseignements, c'est totalement possible. C'est possible. Comme le disait le général, c'est totalement possible. Il y a une volonté de détruire l'armée régulière russe. C'est ça. C'est les hommes russes à l'intérieur parce que ça lui sert de montrer à son roi qu'il est plus fort. Mais il ne propose pas d'arrêter la guerre. Hein. Il ne propose pas, il ne trahit pas. Des personnes à l'autre côté, ça veut dire pro-ukrainienne. Donc ça serait la trahison. Vous savez, le renseignement, juste un point. Le renseignement, ça s'échange et ça se vend. Donc, si vous voulez un deal en matière d'échange de renseignements, il faut que les deux parties y trouvent leur compte. C'est aussi simple que ça. Quand même, vendre des positions qui permettront aux Ukrainiens de cibler et de tuer des soldats russes, elle va très très loin, la dissension entre l'armée régulière et Prigojine. Oui, mais si c'est en échange d'un avantage significatif sur le front, c'est possible. Pourquoi pas? Et peut-être que les Ukrainiens y trouveraient leur compte en disant, en divisant un peu plus les Wagner de l'armée russe, nous y trouvons notre compte. Vous voyez, c'est un deal, mais encore une fois, c'est un échange de marchands de ficelles, de tapis. Alors, juste avant d'entendre Thierry Volton, parce que je suis très intéressée de savoir... Quelle est votre version? On écoute Prigojine, c'était le 21 février, qui accusait les Russes de trahison. Vous vous rappelez? Pour évidemment du fait qu'ils n'étaient pas suffisamment livrés en armes. Le chef d'état-major et le ministre de la Défense distribuent des ordres à tout va.
demandant non seulement de ne pas donner de munitions au groupe Wagner, mais également de ne pas les aider en matière de transport aérien. Ce n'est rien de moins qu'une tentative de détruire Wagner. On peut y voir une trahison de la patrie, alors que Wagner combat pour Bakhmout, essuyant des pertes par centaines chaque jour. Voilà, bon, ça c'est un grand classique peut-être, hein, le traître qui accuse d'autres de trahir. Oui. Alors, pour vous, quelle est la vraisemblance de ce marché, Thierry Volton ? Tout ce qui a été dit est vrai, hein, ici, sur le plateau, j'entends. Simplement, je voudrais dire d'abord deux choses. D'abord, je suis d'accord avec le général Perruche, le fait que lorsqu'on est en guerre, il y a toujours des négociations. Il a parlé de Hess qui est allé en Angleterre, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu au moins 50 contacts entre Moscou et Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, cette fameuse grande guerre patriotique dont M. Poutine nous revend à chaque fois. Donc c'est toujours possible et c'est toujours ce qui se fait d'ailleurs. Et d'ailleurs, en général, c'est pour ça que la Suisse sert des contacts. Bon, là, c'est pas le cas, c'est l'Afrique. Mais bon, il y a toujours un terrain neutre où on peut se rencontrer, se parler, etc. Donc, de toute façon, c'est tout à fait vraisemblable qu'effectivement, il y a eu des contacts et que justement, Prigojine, dans ce rôle-là, si je puis dire, j'ai toujours dit que Prigojine était le fou du roi, quelque part. Macha a parlé de servir son roi, c'est exactement ça. Donc, je pense que il n'a pas pris tout seul peut-être l'initiative, alors peut-être qu'il était plus loin dans l'initiative, ça j'en sais rien, mais en tout cas, il a, à mon avis, prévenu en haut niveau qu'il avait des contacts avec, qu'il aurait des contacts, et éventuellement on a favorisé ces contacts, on a dit oui vas-y on va voir ce que ça donne, etc. C'est un espèce de deal comme ça. Oui, bon, mais les contacts pourquoi ? Pour aller jusqu'à... Non, alors justement, alors le contenu, c'est sur le contenu qu'on doit s'interroger. C'est ça qui nous intéresse quand même. Voilà, sur le contenu qu'on doit s'intéresser. Est-ce qu'il a effectivement proposé ce que l'on dit ? Moi, je suis plus sceptique pour ça. Bon, évidemment, et le général a encore raison, quand on fait un contact comme ça, il faut proposer quelque chose pour en retour avoir quelque chose. C'est donnant-donnant, si je puis dire. Donc, dans ce donnant-donnant, il a peut-être été là. Mais je doute personnellement, il faut faire attention à deux choses. Un, ce sont des informations qui sont fuitées du côté américain. Il y a d'autres informations dont on va parler plus tard, du Washington Post encore aujourd'hui, sur le problème des armements, etc. Je crois... en tout cas plutôt sur les intentions ukrainiennes d'aller attaquer en Russie. C'est paru aussi dans le Washington Post. Il faut se méfier de tout ça. Vraiment. C'est-à-dire que d'abord, on ne connaît pas la source. Là, il a été dit, enfin dans ce que j'ai reçu, il a été dit que c'était le groupe Discord. Vous savez que le groupe Discord, c'est celui qui a diffusé il y a 3 semaines ces fameuses informations que ce jeune qui a été arrêté depuis avait entre les mains. Donc... Alors, il faut se méfier. Pour être clair, vous dites qu'il faut se méfier parce que ça peut être en fait des conversations un peu à l'emporte-pièce qui n'étaient pas vraiment des décisions officielles mises en œuvre. Oui, et puis attention, ce sont des informations, d'après ce que l'on sait, des services secrets, je suppose, enfin bon, en tout cas, que les Américains ont capté ou ont su. Voilà. Il y a toujours une part, dans une guerre, il y a toujours... Une suspicion sur l'information elle-même. Maintenant... Il y a toujours dans une guerre de l'intox. Ça fait partie de la guerre. Ça peut être de l'intox. C'est aussi important que les armements, quelquefois, l'intox. Hein, je ne plaisante pas, je veux dire, c'est... Mais vous avez raison. Oui. Mais donc, vous dites, c'est plus vraisemblablement une intox. Non, sur le contenu de la conversation, du deal que je parle. Là, je ne parle pas sur la réalité du deal. Mais c'est ce qui m'intéresse là. Je suis sûr qu'il a existé. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est classique en guerre. Il y a eu un rapport. Il y a eu un. Mais moi, ce qui m'intéresse, puisque ça, tout le monde convient qu'il y a des conversations et que bon, voilà, dans la conduite de la guerre, ça n'a rien. J'étais pas sur la table. Sur le deal lui-même, sur l'idée que Prigojine soit prêt dans... voilà, je ne sais pas dans quelle intention. Excusez-moi, c'est là où je tique un tout petit peu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent la peau de Prigojine, pour de multiples raisons, et particulièrement dans l'armée russe. Et donc, ça peut être une manip pour le déstabiliser, lui ? On peut avoir... Oui, un peu, effectivement. Si effectivement on dit qu'il a trahi son pays, vous vous rendez compte que là, du coup, il est blackcardisé, comme on pourrait dire, au minimum. Sinon, il se prend une balle dans la tête dans quelques jours. Bon, donc... Je pense qu'il y a une partie de vrai, sans aucun doute, et puis une partie peut-être de... On a chuchoté, vous savez, comme ça, et puis c'est monté, voilà. Et bon, je suis très sceptique sur l'idée qu'il ait pu trahir son pays, personnellement. Voilà, donc ça, c'est le point d'arrivée de votre réflexion. Mais maintenant, je peux me tromper aussi. C'est que vous êtes quand même sceptique sur le point... Sur le contenu. Margot Haddad disait il y a quelques instants, non, il est un criminel, il est prêt à tout. Oui, ça aussi, c'est vrai, c'est un bandit. Hein, donc, Il y a une troisième hypothèse, c'est qu'effectivement, Poutine et lui soient de mèche pour déstabiliser l'Ukraine par cette proposition. De façon... Bon, alors, on va tout de suite voir quand même que
Non. Bonne chance. Non. Est-ce que les Ukrainiens ont besoin d'avoir son information pour trouver les soldats russes sur le territoire ukrainien? Je ne pense pas. Je pense qu'on a suffisamment d'informations. Tous les renseignements très précis que les Ukrainiens reçoivent des Américains, des Britanniques et des autres. Qu'est-ce qui va donner de nouveau? Qu'est-ce qui peut apporter que les Ukrainiens ignorent, franchement? On a un tableau très précis de la localisation et des positions russes grâce aux Occidentaux. Donc en fait, ce qu'ils proposaient n'était pas un contenu très, très important, très riche. C'est pour ça que je pense, moi, qu'il faut faire la différence entre le déclaratoire et l'action. Ici, on a des informations qui étaient censées rester confidentielles et qui sont portées à la connaissance des opinions publiques. Dans quel but, par qui, pourquoi? C'est comme ça qu'il faut aborder le problème. Moi, sur la vraisemblance de l'action, je dis 0. Ça n'a aucune chance de se produire. Parce que, non, ça c'est encore autre chose. Mais non, mais parce que précisément dans le deal, là, les Ukrainiens, ce coffre Prigojine, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose pour les Ukrainiens, parce qu'ils connaissent déjà tellement l'implantation des Russes. Et puis en plus, entre le moment où Prigojine dit et puis la réaction des Ukrainiens, les unités russes peuvent avoir bougé. Bah oui. Et Prigojine peut donner des mauvaises informations ou inexactes, vous voyez. Donc je pense que jamais de la vie les Ukrainiens n'accepteraient un deal comme ça. Vous avez raison. Pardon, je vous interromps juste une seconde pour appuyer ce que vous dites, parce que le président Zelensky a livré une longue interview au Washington Post précisément, qui évidemment, lui a posé la question. Est-ce que vous avez connaissance? Est-ce que vous avez effectivement eu cette proposition de Prigojine? Et il n'a pas répondu en réalité. Il esquive la réponse. Il refuse de dire oui ou non. Il dit c'est une question de renseignement militaire. Exact. Ça, c'est sur un contact avec Prigojine. Et il n'ira pas au-delà sur lequel... Voilà, les gens, évidemment, relancent la question, mais il n'ira pas au-delà. Et par ailleurs, le Washington Post cite des responsables ukrainiens. Voilà, Prigojine avait étendu l'offre concernant Bakhmout plus d'une fois, mais Kiev l'a rejeté parce que les responsables ne faisaient pas confiance à Prigojine et pensaient que ses propositions auraient pu être malhonnêtes. C'est ce que vous dites. Exactement. En fait, il aurait pu vendre des mauvaises informations. Tout à fait. Ou des informations qui auraient évolué après. Oui. Donc non, ça ne tient pas la route. En termes de deal, pour les Ukrainiens. C'est pour ça qu'il faut se poser la question, quel était l'objectif en les communiquant? Qu'est-ce que les organes communicants voulaient atteindre à travers cette communication? Juste, pareillement, même si Prigojine a donné les vraies informations, aurait donné la vraie information par rapport au positionnement de soldats, il pourrait aussi leur prévenir en disant « j'ai donné l'info, cassez-vous ». Une chose, il y a tellement de choses probables qui pourraient se faire, mais à mon avis, c'est un signe de faiblesse et d'une faillite inévitable à Bakhmout. C'est pour ça qu'il s'excite pour faire quelque chose de bien. Alors ça date du mois de janvier. Hein, si cette proposition est vraie, elle aurait été faite au mois de janvier. Et vous voyez, ça aussi se souligne sa cruauté. Sa cruauté, parce qu'il est prêt à tuer les soldats russes pour préserver ses Wagner, soi-disant. Donc qu'est-ce que ça montre? Après avoir fait tuer ses Wagner. Parce qu'il en a tué les 2 tiers. Ça c'est vrai. Alors, quand même, est-ce que ces révélations ne peuvent pas nuire à Prigojine, au Kremlin? Ah ben bien sûr, comme on le disait sur ce plateau, si Prigojine est tenu en traître, alors là, Vladimir Poutine ne l'accepterait pas. Mais là, je pense que véritablement, Prigojine, s'il a un affront sur lequel il est clair, c'est avec les troupes régulières russes et pas forcément avec Vladimir Poutine, comme on l'a dit sur ce plateau. C'est un peu le fou du roi, où parfois il se met en opposant clair, parfois non, puisqu'il ne veut pas non plus dépasser la ligne rouge, donc il y a une position assez délicate de Prigojine. Mais clairement, ça joue en la faveur des Ukrainiens. Ce flou autour de ces révélations, le fait que Volodymyr Zelensky ne dise pas clairement si oui ou non il y a eu des contacts, ça fait partie aussi de la déstabilisation des forces russes, du pouvoir russe qui ne sait pas sur quel pied danser. Un traître, dans l'esprit de Poutine, c'est un homme mort.
Normalement, oui. Enfin, je pense. Ce que je veux dire, les pauvres intellectuels qui disent qu'ils sont contre cette guerre, ils s'en prennent entre 10 et 25 ans de prison. Donc, je veux dire, pour un militaire qui dit je vais vous donner les positions de l'armée, c'est évidemment, normalement, c'est une balle dans la tête, comme je le disais. Donc, bon, je crois qu'il faut ne prendrait pas ce risque, Prigojine. Non, moi je pense qu'il faut vraiment distinguer deux choses qui sont très importantes. C'est un, la réalité des contacts, deux, le contenu des contacts. La réalité du contact, il n'y a pas de discussion, c'est évident. Le contenu des contacts, à mon avis, il faut vraiment être très 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 prudent. Il peut y avoir beaucoup d'intoxication. Il peut y avoir aussi des fuites volontaires de l'armée russe pour déstabiliser Prigojine, parce que c'est leur ennemi. Il le déteste, comme d'ailleurs il déteste l'armée russe. Donc tout ça, c'est un jeu dans lequel, à mon avis, on ne doit pas rentrer si on veut faire des commentaires. Comme il peut y avoir des fuites volontaires des Américains. Absolument, bien sûr. On l'a vu également quand il prêchait le faux pour avoir le vrai sur les Chinois qui livraient potentiellement des armes à la Russie.